Oui, merci beaucoup pour cette excellente présentation très novatrice. Et ce qui me paraît a priori le plus important, c'est que vous disposez à l'Institut Paul Bocuse d'un fantastique instrument de recherche expérimentale qui, à mon avis, n'est pas du tout assez connu en France. Et qu'il serait bien que les publications que vous pouvez faire de vos travaux soient très largement diffusées. J'irai vous voir tout à l'heure après au nom des cahiers de nutrition et diététique, bien évidemment. Alors, j'avais envie de vous poser quelques questions méthodologiques sur ce que vous nous avez présenté. Dans la première partie, vous montrez qu'il y a un effet de la couleur et de l'ambiance qui est différent entre le menu 1 et le menu 2. Et alors, j'aimerais savoir quelle est la nature des menus utilisés, parce que sont-ils très différents? Est-ce que la nature des plats présentés ou choisis peut influencer aussi sur l'état émotionnel qui en résulte, selon qu'ils sont plaisants ou pas? Là, vous ne donnez pas de résultats en valeur absolue. Donc, est-ce qu'il y avait des grosses différences entre le menu 1 et le menu 2, ce qui fait que l'effet de la couleur est variable selon le type de menu? Alors, déjà, merci pour la question et effectivement pour la première remarque sur le restaurant expérimental. Effectivement, il faut qu'on arrive à améliorer notre communication et peut-être augmenter cette communication. Au niveau des menus, alors, donc les deux menus effectivement sont différents. Je ne pourrais pas vous répondre sur qu'est-ce qui différencie ces deux menus. Je ne me suis pas encore penchée sur cette... Non, mais c'est peut-être important quand même. Selon que vous avez servi de la viande rouge ou un poisson, voilà, peut-être que la couleur change. Mais c'est bien sûr, évidemment sûr que le repas servi va avoir une influence également sur la perception de l'ambiance. Oui. Donc c'est pour ça que la difficulté dans ce cas-là, c'était d'avoir des menus différents. Mais on s'aperçoit qu'avec l'apéritif qui était identique, oui, dans toutes les ambiances, on a un effet également des ambiances. La seule chose qui est différente également, c'est que cet apéritif était servi au départ. Donc on pourrait à ce moment-là présenter par exemple un dessert identique dans toutes les ambiances, et pouvoir ainsi comparer à la fin du repas vraiment l'impact de l'imprégnation de l'ambiance sur cette appréciation du dessert. Je pense que ce serait l'idéal, enfin en tout cas ça serait beaucoup plus simple. Mais avez-vous quantifié le plaisir propre lié vous n'avez pas donné de données quantitatives, autrement dit, est-ce que l'appréciation du repas, elle est peut-être différente selon le menu 1, selon le menu 2, indépendamment de l'ambiance? Indépendamment de l'ambiance, oui. Oui. Oui, en fait, les scores, on a demandé donc de noter sur une échelle de 1 à 9, et les scores, effectivement, sont différents selon les menus. Indépendamment de l'ambiance, bien sûr. Oui, mais ça, c'est important à faire figurer. C'est quand même important à faire figurer dans vos résultats. Oui. Selon que c'est un repas qui est jugé très palatable ou un repas qui est jugé moyennement palatable. Ça doit quand même, je suppose, modifier les résultats. Mais c'est pour ça que je ne compare pas les menus, enfin les ambiances où les menus sont différents. Je compare les ambiances où les menus sont identiques. Voilà, oui, ils sont deux par deux. Oui, bien sûr. Quelle est la récompense que vous leur avez donnée? Alors en fait, la récompense, c'était la même pour tout le monde, c'était l'apéritif qu'ils avaient. C'était, pardon? L'apéritif. Ah, ils avaient l'apéro gratos. Voilà, mais on leur disait qu'à la fin également. D'accord. Alors, une autre question par rapport au niveau de stress obtenu avec le test Sudoku que vous avez utilisé. Est-ce que vous avez pris la précaution de voir si c'était des gens qui avaient l'habitude de faire des Sudoku ou pas? Oui. En fait, on leur demandait de s'évaluer débutant, moyen, expert sur l'échelle, en cochant sur... Mais le seul souci, c'est que la plupart du temps, ils nous disaient qu'ils étaient débutants. Oui. Même s'ils n'en avaient jamais fait,
pour eux, c'était qu'ils étaient débutants, ils n'en avaient jamais fait. Mais même ceux qui en avaient fait 2 ou 3 fois ou 4 fois, ils étaient également débutants. Et en fait, on s'est aperçu que la personne qui n'a jamais fait un sudoku, même en un quart d'heure, elle a du mal à faire un sudoku facile. Bah, Donc, en fait, sûrement, oui, ça sûrement. Donc en fait, on a éliminé les personnes qui n'avaient pas réussi à faire le sudoku facile en un quart d'heure. D'accord, ça c'est une précision aussi. Ouais. Alors, j'en viens au choix du dessert dans la dernière partie. Est-ce qu'il est fonction de la nature du repas? Parce qu'au fond, on peut imaginer qu'en fonction de ce qu'on a mangé au repas, on choisit un dessert différent. Non, parce que en fait, on leur demandait de faire le choix avant le repas, avant d'avoir vu le menu. Oui, mais enfin, ils savent ce qu'ils vont manger au repas quand même. Non, ils ne savaient pas. Non, ils savaient pas. Ah, on leur fait choisir le dessert indépendamment du choix du menu. D'accord, ok. Oui, tout à fait. Et alors enfin, dernière question, vous, dans votre conclusion, vous dites que ça pourrait servir pour des patients obèses en fonction dans l'obésité, en fonction de leur choix. Vous n'avez pas testé d'obèses? Non. Faudra peut-être le faire. Oui, mais c'est sûrement plus difficile parce que vous aurez beaucoup plus de mal à avoir des échantillons homogènes ou relativement homogènes en matière de surpoids ou d'obésité qu'avec des diabétiques de type 1, encore que on voit bien qu'il y a d'énormes différences selon les sujets. Voilà, merci encore. C'est vraiment très, très intéressant et je crois que l'Institut Paul Bocuse devrait, dans les années à venir, nous fournir des résultats très intéressants. Tout à fait. On y travaille. Bonjour, oui, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant également. J'avais une simple question. Est-ce que tout était consommé dans les repas? Chez les personnes diabétiques, vous voulez dire? Dans l'ensemble de vos échantillons, est-ce qu'il y avait du leftover J'ai beaucoup plus regardé ce que les personnes diabétiques consommaient et la plupart du temps, effectivement, ils consomment tout. Il n'y a pas de... Ils laissent rarement... Ou alors j'ai dû voir des olives mises de côté. Mais sinon, la plupart du temps, tout est consommé. Et les rations étaient en rapport avec celles qui sont recommandées? Les rations alimentaires recommandées par la taille de la portion moyenne? Non, c'est quand même beaucoup plus petit que ce qu'ils ont l'habitude de consommer, puisqu'il y a eu beaucoup de réflexions et de commentaires sur les quantités. Et pour eux, c'était des petites quantités. Donc je pense que c'est des quantités qui sont quand même plus petites que les portions recommandées. Donc pour eux, c'est compliqué à évaluer. Parce que voilà, il peut y avoir, je sais pas, si vous avez un gratin de macaroni, il va être comme ça, avec peut-être une dizaine de pâtes les unes sur les autres. Et du coup, effectivement, c'est pas les mêmes quantités qu'ils font chez eux, c'est pas les mêmes quantités qu'ils peuvent voir dans un restaurant plus classique. Voilà. Et après, dans les autres études, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de restes dans la plupart des cas. Alors la seule chose, c'est que le concept aussi du restaurant expérimental, c'est que les personnes n'ont pas le choix en fait dans le menu, à part donc les diabétiques, puisque nous dans notre protocole c'est indispensable. Mais le concept, voilà, c'est que les personnes viennent découvrir une cuisine qui va être un peu peut-être un peu différente, mais pas tant que ça. Et en fait, dans le menu, donc il y a 4 plats et ils savent pas quel plat va leur être donné. Donc après, il y a des échanges qui peuvent se faire par table, s'ils n'aiment pas un poisson, s'ils n'aiment pas une viande, etc. Mais la plupart du temps, voilà, c'est un plat qu'ils découvrent et la plupart du temps, on entend des personnes dire bah, « moi, j'aimais pas l'artichaut, par exemple, et finalement, j'ai mangé tout le plat, alors qu'au départ, ils n'aimaient pas. » Mais ouais, les restes, c'est pas... Ça arrive quand même. Alors, la question que je me posais également, c'est dans la séquence alimentaire. Vous avez une entrée, un plat et un dessert. Vous n'avez pas songé à faire varier cette séquence alimentaire. Je pense juste à une chose, selon, dans certaines d'autres cultures, l'entrée n'est pas forcément l'entrée comme on la voit en France. Et notamment pour les diabétiques,
est-ce que consommer un plat à base de glucides en entrée, manger l'entrée après, parce que l'entrée c'est aussi souvent des légumes, vous n'avez pas songé à faire varier ça encore? Parce que je pense à mes origines, les diabétiques en Italie, on commence toujours, il primo, c'est toujours par des pâtes. Est-ce que dans le cas d'une éducation nutritionnelle telle qu'elle est faite dans l'IF, ça pourrait peut-être aussi améliorer la séquence insulinique? Vous avez on n'a pas eu de commentaires sur... non, on n'a pas eu d'italien, je pense, diabétique. Oui, c'était... Vous n'avez pas eu de commentaires étrangers. Non, donc effectivement, ça pourrait être après quelque chose à faire varier, leur proposer de composer leur repas de manière plus libre, voilà, par les pâtes, ouais. D'accord. Mais la plupart du temps, il me semble que quand même les entrées sont pauvres en glucides dans les choix qu'ils ont faits. Donc du coup, peut-être que voilà, c'est culturel après. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais juste une question à vous poser concernant la musique. Est-ce que vous avez eu l'opportunité, l'occasion de vérifier l'impact de la musique, des différentes musiques que vous utilisiez sur l'état émotionnel des personnes qui étaient dans le restaurant voilà, parce que c'est vrai que là, on parle d'ambiance d'une manière générale, et il y a musique plus couleur. Ouais. Et bon, on peut se demander le rôle de la musique dans ce contexte-là. Alors effectivement, la musique, l'ambiance n'est effectivement pas basée uniquement sur la couleur, puisqu'il y a la musique, et du coup, ça rajoute un facteur qui, à mon avis, est un facteur très important également dans la perception de cette ambiance. On n'a pas testé l'impact de la musique chez des personnes, on n'a pas effectivement fait ce travail-là. On s'est juste basé sur des études qui ont montré que des changements de rythme avaient un impact différent sur l'état émotionnel des personnes. Un rythme une musique plus rythmée comparée en fait à une musique plus lente. Donc on a joué en fait sur une ambiance, par exemple l'ambiance bleue, elle va avoir une musique plus lente, comme l'ambiance blanche, plus relaxante, comparée à la musique rouge où c'est plutôt de la musique rock and roll. Et voilà. Donc effectivement, on oriente un peu l'effet de la couleur par rapport aussi, ou on adapte en tout cas l'effet de la couleur avec la musique. Mais oui, mais je suis d'accord que du coup, on peut pas vraiment dire que c'est la couleur uniquement qui a cet impact. C'est l'ambiance générale. Donc on a différents facteurs dans cette ambiance. On a à la fois le visuel et l'auditif. Donc on a les deux modalités qui entrent en jeu dans ces cas-là. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur l'expérience sur les diabétiques de type 1. Est-ce que, quand vous mentionnez qu'il y a des entrées riches en glucides et pauvres en glucides, pareil pour les plats et les desserts, est-ce que vous avez été dans le détail glucides simples, glucides complexes? C'est-à-dire quand vous dites qu'après l'IF, il passe sur des glucides palatables, est-ce que vous êtes intéressé à la balance, à quantifier l'équilibre glucides simples, glucides complexes? Alors non, en tout cas dans la mise en place du menu, il ne me semble pas qu'on soit allé jusque-là. Après, on a donc une étudiante en nutrition qui est venue nous faire toute l'analyse nutritionnelle des différents menus et des différents plats qui ont été mis en place pour justement observer chez tous les patients quelle différence il existait avant l'IF et après l'IF pour avoir donc peut-être une différence entre ces glucides simples et complexes et le choix après. Donc c'est pas encore fait, on aura une analyse glycidique par patient avant l'IF et après l'IF, et comme ça on pourra aussi comparer ces contenus glucidiques avant et après la formation, voir s'il y a des modifications, et on en aura à mon avis forcément. Merci. Merci. Bonjour, merci.
Je voudrais savoir concernant la première partie et les liens entre le contexte et l'état émotionnel. Est-ce que vous savez s'il y a déjà si cette étude est déjà connue des restaurateurs et est-ce qu'il y a une application commerciale? Alors, connu des restaurateurs, pour l'instant non, parce qu'on n'a toujours pas publié les résultats. En fait, donc, comme je vous le disais, c'était une étude qui est financée par l'armée américaine. Donc on a fait les rapports, on a dû faire des rapports. Le rapport final a été envoyé début mai, je crois. Donc c'est assez récent. Enfin, elle vient de se terminer, cette étude. Donc les restaurateurs, on n'a pas encore communiqué auprès d'eux. Je pense que l'Institut Paul Bocuse a un réseau assez important pour que la communication se fasse assez rapidement. Donc je pense qu'il y aura un article sur le site ou quelque chose comme ça. Et après, au niveau appliqué, on peut effectivement donner des conseils et sur le choix des couleurs d'un restaurant. Après, tout dépend de l'envie du restaurateur et ce qu'il souhaite apporter à son restaurant. Après, il faut aussi faire attention à la clientèle, en tout cas au niveau de l'âge. Parce que là, on s'aperçoit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une moyenne d'âge de 40 ans à peu près. Donc après, il faut faire attention aussi à ces indices-là, qui peuvent être totalement différents et avoir un effet différent sur l'état émotionnel. Donc peut-être que d'autres études sont amenées à être faites pour tester d'autres consommateurs. Oui, justement, vous dites que l'étude a été financée par l'armée américaine. Je voulais savoir si la culture avait un impact ou pas. Là, vous avez étudié donc une population française. Est-ce que ça pourrait être transposable à la population américaine, à une population asiatique voilà. Alors, c'est ce que j'aborde dans l'introduction. En fait, il faut faire très attention au symbolisme et des couleurs qui sont différentes dans les différentes cultures. Donc effectivement, c'est difficilement transposable comme ça. Il faut refaire des tests avec d'autres personnes, d'autres cultures. Enfin, dans chaque pays, il faut refaire, à mon avis, les mêmes études. Et deuxième question, pour être sûr de bien comprendre le fonctionnement de l'Institut Paul Bocuse, donc vous disiez que les personnes payent leur repas quand elles participent. Est-ce que le prix du repas est particulièrement intéressant par rapport à un autre grand restaurant, quoi? Est-ce que les personnes qui arrivent dans ce restaurant sont déjà plutôt non stressées parce qu'ils ont l'impression de faire une bonne affaire en dégustant un bon repas pour pas cher? Est-ce que ça, vous le prenez aussi en compte? Donc j'ai abordé la chose effectivement dans la deuxième étude. En fait, le prix du repas est assez effectivement intéressant pour avoir une cuisine comme à l'Institut Paul Bocuse. Mais c'est pas dû au fait des études, c'est dû notamment au fait que ce sont les étudiants qui cuisinent et que le personnel, c'est les étudiants. Donc il y a un autre restaurant qui n'est pas le restaurant expérimental, où les prix sont un peu plus élevés, mais qui, à mon avis, reste totalement correct. Mais ça n'a aucun lien avec les études. Donc après, effectivement, je pense que les gens sont là avec beaucoup plus de plaisir, parce qu'ils vont peut-être avoir un repas très bon pour moins cher que ce qu'ils payent ailleurs. Mais voilà. Après, oui, je pense qu'effectivement, le plaisir est déjà là de manière plus importante que dans un autre restaurant. Oui, c'était par rapport à la diffusion auprès des restaurateurs. La question précédente, c'est bien connu des énologues. Car dans les années 70-80 du siècle dernier, Jacques Puiset avait parfaitement montré que l'appréciation qu'on a d'un vin varie complètement avec la lumière dans laquelle il est dégusté, avec la nature du verre dans lequel il est dégusté, selon que... bon. Donc ça, c'est connu depuis très longtemps. Pour l'énologie, c'était moins connu, effectivement, pour l'alimentation. Je me suis dit, ça, c'est expérimental. De là à passer à des conseils précis pour les restaurateurs
dans le grand public en fonction de la nature de la clientèle, de l'âge des clients. Je crois que c'est un peu prématuré peut-être quand même, même si ce genre de recherche peut parfaitement faire progresser. Mais en fait, votre outil il est surtout utile après pour les diabétiques, par exemple. Ça permet de juger un peu de l'efficacité et de l'utilité de l'insulinothérapie fonctionnelle et de ce qu'il apporte vraiment en termes de modification du comportement alimentaire. Parce qu'en fait, vous dites qu'il n'y a pas de différence sur l'hémoglobine glyquée, mais sur les glycémies postprandiales, elles ont l'air plutôt de monter un petit peu plus quand même, hein. Donc c'est pas absolument évident. C'est pas absolument évident. Mais vous savez, ça c'était les idées de l'Estradet il y a 30 ans chez les enfants, où contrairement à ce qui était admis à l'époque, il conseillait d'ajuster les doses d'insuline à la prise alimentaire plutôt que le contraire. Et il s'était fait très largement insulter à l'époque. Mais c'est vrai que ces diabétiques, ils étaient pas toujours très très bien contrôlés, mais ils évitaient les hypoglycémies et les comas hyperosmolaires. Mais enfin, c'était quand même pas du contrôle glycémique pointu et précis comme on a tendance à le vouloir maintenant. Mais il faut aussi noter que c'est à 3 mois, donc après, voilà. On espère qu'il y ait... Avez-vous d'autres questions? Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il existait au sein de l'Institut Paul Bocuse, s'il était proposé des formations courtes. Vous parliez de champs d'investigation sur le goût, le plaisir. Est-ce que vous proposez pour les personnes intéressées, les paramédicaux ou les personnes qui souhaitent aller creuser un peu cet aspect-là de la prise en charge de certains patients, des formations courtes ou des... Alors, je sais qu'il existe des formations avec les HCL, enfin les hôpitaux civils de Lyon, mais je ne sais pas après. Je pense que oui, on peut envisager de mettre en place des formations sur le goût, le plaisir, la santé. D'accord, mais pour l'instant, il n'y a rien qui semble exister ou... Si, ça existe avec les hospices civils de Lyon, mais après, je ne sais pas si c'est très précis par rapport à une question qui a été abordée ou même une thèse qui a été faite. Donc, ils ont fait une formation suite à cela. C'était ponctuel, en fait. Alors après, voilà, on n'a pas un calendrier précis des formations pour l'instant, mais d'accord. c'est envisageable, je pense. D'accord, merci.